Retrouvez une méditation quotidienne gratuite chaque jour sur l'application Le Monastère, disponible sur Apple et Google. Je vous souhaite une bonne écoute. Il existe, dans le cours de nos journées, des moments si discrets qu'ils n'ont presque pas de nom. Une pause prise sans raison particulière au milieu d'un après-midi. Un regard posé sur la fenêtre alors que la pensée semblait occupée ailleurs. Une marche qui ralentit doucement sans qu'on s'en aperçoive. Une main qui reste quelques secondes de plus autour d'une tasse chaude, comme si le corps demandait à l'esprit de ne pas repartir tout de suite. Dans ces instants minuscules, quelque chose se passe que nous remarquons rarement. Nous nous retrouvons un peu, d'une manière simple, presque timide, comme on revient vers quelqu'un de proche dont on aurait perdu la trace. Imaginons une scène très ordinaire. Un homme, à la fin d'une journée chargée, se prépare un café qu'il n'a pas vraiment eu le temps de boire le matin. Il s'approche de la fenêtre, pose les mains autour de la tasse, regarde la lumière commencer à descendre sur les toits. Il ne fait rien de particulier. Il ne consulte ni son téléphone, ni un livre, ni la télévision. Il ne cherche pas à méditer, à comprendre sa vie, à prendre une grande décision. Il laisse simplement la journée redescendre en lui, avec ses conversations, ses gestes, ses petites tensions, ses phrases restées suspendues, ses élans interrompus. Et au milieu de ce silence, une question se forme lentement. Qu'est-ce qui m'a vraiment habité aujourd'hui ? Il ne pose pas cette question pour obtenir une réponse immédiate. Il la pose pour ouvrir un espace. Et quelque chose en lui commence à devenir plus lisible. Il revoit un moment où il s'est senti absent de lui-même. Il reconnaît une fatigue qu'il avait recouverte par l'efficacité. Il retrouve aussi une joie discrète, presque oubliée, venue d'une parole simple, d'un visage, d'un instant où rien ne semblait manquer. La journée, qui n'avait été jusque-là qu'une succession d'obligations, reprend peu à peu une profondeur. Ce qui se passe alors, dans ce moment d'une simplicité presque déconcertante, porte un nom que nous avons un peu perdu en chemin. Cela s'appelle s'entretenir avec soi, ou plus simplement encore, entrer dans la conversation intérieure. C'est de cette conversation que j'aimerais parler aujourd'hui, non comme d'un repli sur soi, non comme d'une manière de se détourner du monde, mais comme d'un art discret de discernement, une façon d'apprendre à se consulter avant de se disperser, à écouter ce qui en nous cherche la justesse et à revenir ensuite vers les autres, vers nos décisions, vers nos journées, avec une présence plus claire. Car s'entretenir avec soi, ce n'est pas seulement se parler intérieurement. Nous le faisons tous d'une manière ou d'une autre, presque sans arrêt. L'esprit commente, juge, compare, regrette, prévoit, s'inquiète, recommence. Une voix en nous parle souvent du matin au soir, mais cette voix n'est pas toujours celle de la profondeur. Elle est parfois celle de la peur, de l'urgence, de l'habitude, du besoin d'être aimé, du désir de se défendre ou de prouver quelque chose. La conversation intérieure dont il est question ici est d'une autre nature. Elle ne consiste pas à laisser le mental tourner en boucle, elle consiste à créer en soi un lieu où les choses peuvent enfin être entendues, sans être immédiatement jugées, corrigées ou repoussées. Il faut donc distinguer dès le départ cette conversation intérieure de la rumination. Car nous pouvons passer des heures enfermés dans nos pensées sans jamais nous rencontrer vraiment.
La rumination répète les mêmes phrases, revient aux mêmes inquiétudes, rejoue les mêmes scènes, cherche des coupables, prépare des justifications, mais elle n'écoute pas. Elle donne parfois l'impression de réfléchir, alors qu'elle resserre seulement le cercle dans lequel nous sommes enfermés. Elle tourne autour d'une blessure sans ouvrir d'espace autour d'elle. Elle nous maintient dans l'agitation d'un problème sans nous rendre plus disponibles à ce qu'il essaie de nous apprendre. La conversation intérieure a un autre mouvement. Elle ne tourne pas en rond, elle descend. Elle ne cherche pas seulement à confirmer ce que nous savons déjà, elle consent à entendre ce qui pourrait nous déplacer. Elle ne se nourrit pas de tension, mais d'attention. Elle n'est pas le bruit de l'esprit qui se regarde souffrir. Elle est l'espace plus calme dans lequel une question vraie peut enfin être posée. La rumination resserre. Le dialogue intérieur élargit. Pour comprendre cette conversation, il faut reconnaître une vérité simple. Notre vie intérieure n'est pas faite d'une seule voix. Selon les moments, la peur parle, le désir parle, la fatigue parle, l'orgueil parle, la tendresse parle, la mémoire parle, l'espérance parle. Chacune de ces forces porte quelque chose de notre histoire, de nos besoins, de nos blessures, de nos attachements. Mais toutes ne parlent pas depuis le même endroit, et toutes ne méritent pas de guider nos décisions. C'est ici que commence le discernement. S'entretenir avec soi, ce n'est pas donner raison à tout ce qui passe en nous. Ce n'est pas sacraliser chaque émotion, chaque désir, chaque peur, comme si tout ce qui surgissait intérieurement portait immédiatement la vérité. C'est au contraire apprendre, avec patience, à distinguer. Une peur peut protéger ou enfermer. Un désir peut venir d'un appel profond ou d'une agitation passagère. Une fatigue peut demander du repos, mais une résistance peut parfois demander du courage. Certaines envies nous rapprochent de la vie, d'autres nous éloignent de nous-mêmes sous l'apparence du plaisir, de la liberté ou de la réussite. Il ne s'agit donc pas de faire taire brutalement ce qui parle en nous, mais d'apprendre à écouter plus finement. Quelle part de moi répond depuis la peur de déplaire? Quelle part répond depuis une vraie générosité? Quelle part veut prouver quelque chose? Quelle part cherche simplement la paix? Quelle part sait déjà que cette direction est juste, même si elle n'est pas la plus facile? Le discernement commence lorsque nous cessons de prendre la voie la plus insistante pour la voie la plus profonde. Cette phrase est peut-être l'une des clés de toute vie intérieure, car il ne suffit pas qu'une pensée revienne souvent pour qu'elle soit juste. Il ne suffit pas qu'une émotion soit forte pour qu'elle voie clair. Certaines de nos impulsions sont des messagères précieuses. D'autres sont de vieux réflexes qui cherchent encore à nous protéger dans des situations qui ont changé. S'entretenir avec soi, c'est apprendre à écouter sans obéir trop vite, à laisser paraître les contradictions, les inquiétudes, les désirs et les intuitions, jusqu'à ce qu'une orientation plus juste commence à se dégager. Cette orientation ne surgit pas toujours sous la forme d'une grande certitude. Elle ressemble parfois à une paix discrète qui accompagne une possibilité plutôt qu'une autre, à un apaisement du souffle lorsqu'on envisage une décision, ou au contraire à une tension persistante qui demande encore à être comprise. Elle peut aussi prendre la forme d'une phrase simple qui revient plusieurs fois, sans bruit, comme si elle attendait que nous cessions de l'éviter. La justesse se reconnaît souvent moins à l'absence de peur qu'à cette impression profonde
de ne pas se trahir. Car une décision juste n'est pas toujours celle qui apaise immédiatement. Il arrive qu'elle nous coûte, nous expose, nous demande du courage, nous oblige à décevoir quelqu'un ou à renoncer à une certaine image de nous-mêmes. Mais elle porte en elle une forme d'accord plus profond. Elle ne supprime pas nécessairement le trouble, mais elle n'abîme pas la relation que nous entretenons avec nous-mêmes. Une décision juste est celle avec laquelle une part profonde de nous peut demeurer en paix, même si la surface tremble encore. C'est dans les moments de choix que la conversation intérieure révèle toute sa valeur. Lorsqu'il faut accepter ou refuser, rester ou partir, parler ou se taire, continuer ou changer de route, nous cherchons souvent une réponse au dehors, dans la vie des autres, dans les comparaisons, dans ce que l'époque valorise, dans ce qui paraît raisonnable, impressionnant ou rassurant. Mais certaines décisions demandent d'abord que l'on se retire un instant du bruit, non pour fuir le monde, mais pour entendre depuis quel lieu, en nous, nous sommes sur le point de répondre. Celui qui se pose cette question n'échappe pas à la difficulté de vivre. Il ne devient pas miraculeusement clair, calme, sage, assuré. Mais il cesse peu à peu d'être emporté par la première force intérieure venue. Il apprend à s'asseoir au milieu de lui-même avant d'agir. Il apprend à ne pas confondre urgence et vérité, intensité et profondeur, soulagement immédiat et fidélité à soi. Cette conversation peut prendre des formes multiples parce que chacun trouve la sienne selon son tempérament, son rythme, ses circonstances de vie. Pour certains, elle prendra la forme d'une promenade silencieuse. La marche libère la pensée, dénoue ce qui était noué, fait remonter peu à peu ce que l'agitation gardait sous le seuil. Il y a des choses que l'on ne peut comprendre qu'en marchant, parce que le corps avance pendant que l'esprit cesse de forcer, et que les pensées, au lieu de se heurter les unes aux autres, commencent à trouver leur ordre. Pour d'autres, elle prendra la forme du journal, ce vieux compagnon des esprits attentifs qui ralentit le débit intérieur en l'obligeant à passer par le geste de l'écriture et qui fait apparaître sur le papier des vérités que la pensée seule n'arrivait pas à formuler. Pour d'autres encore, elle prendra la forme de la méditation, où l'on s'assied non pour se vider, comme on le dit parfois maladroitement, mais pour laisser se déposer ce qui était trop remué. Il ne s'agit pas de chasser les pensées, ni de devenir un lac parfaitement immobile. Il s'agit d'apprendre à ne plus être entièrement confondu avec chaque vague qui passe. Dans cette assise, dans cette respiration, dans cette attention offerte au moment présent, quelque chose se clarifie, non parce qu'on a forcé une réponse, mais parce qu'on a cessé de tout troubler en voulant répondre trop vite. Il y a aussi la lettre qu'on s'écrit à soi-même un jour de réflexion, qu'on glisse dans un tiroir et qu'on retrouve quelques années plus tard avec l'émotion de rencontrer celui que nous étions alors. Il y a la pause prise volontairement entre deux activités, juste pour respirer et sentir ce qui reste de la scène précédente avant d'entrer dans la suivante. Il y a la prière pour ceux à qui ce mot parle, non comme une fuite hors de soi, mais comme une manière de se tenir devant plus vaste que soi, avec une parole plus vraie. Il y a même, plus simplement encore, ce moment devant une fenêtre, une tasse à la main, sans rien faire d'autre que regarder la lumière descendre et laisser une question se former. Toutes ces formes convergent vers le même geste fondamental. Retirer un instant le monde de l'avant-plan, non pour l'oublier, mais pour entendre depuis quel lieu en nous
nous allons lui répondre. Aucune n'est supérieure à l'autre. Aucune ne réclame de décor particulier ni de longue préparation. Ce qui compte n'est pas tant la forme choisie que la fidélité avec laquelle on revient à elle. Quelques minutes, plusieurs fois par semaine, peuvent suffire à entretenir cet espace. Et lorsqu'il est entretenu, il devient peu à peu une ressource familière, une demeure intérieure vers laquelle nous savons revenir lorsque le monde devient trop bruyant ou lorsque nous nous sentons devenir confus. Il faut ajouter ici quelque chose d'essentiel. Cette conversation intérieure ne passe pas seulement par des mots. Souvent, ce qui répond en nous se manifeste d'abord dans le corps, à travers la manière dont nous respirons, dont nous nous contractons ou nous relâchons, dont nous sentons certaines possibilités nous élargir et d'autres nous rétrécir. Le dialogue intérieur demande donc de prêter attention non seulement à ce que nous pensons, mais à la manière dont notre être entier réagit à ce que nous pensons. Cette dimension corporelle est précieuse parce que le corps parle parfois là où le discours intérieur sait très bien se convaincre. Nous pouvons nous persuader que nous voulons quelque chose alors qu'une tension revient chaque fois que nous nous en approchons. Nous pouvons prétendre qu'une situation nous convient alors que notre sommeil se trouble, que notre respiration se raccourcit, que notre joie se retire. Nous pouvons dire que tout va bien parce qu'il est plus simple de le dire, parce que nous ne voulons pas décevoir, parce que nous avons déjà trop investi dans une direction. Mais le corps, lui, continue souvent de déposer des signes sur le chemin. Ces signes ne doivent pas être traités comme des ordres absolus. Le corps peut, lui aussi, porter des peurs anciennes, confondre certains dangers, réagir depuis une mémoire qui n'appartient pas entièrement au présent. Mais il doit être écouté. Il ne remplace pas la pensée, il l'élargit. Il ne décide pas seul, mais il empêche la décision de devenir purement abstraite. Il nous rappelle que nous ne sommes pas seulement des esprits qui choisissent, mais des êtres entiers qui auront à vivre les conséquences de leur choix. La force de cette pratique tient beaucoup à la qualité des questions que l'on ose se poser. Il existe deux manières très différentes de s'interroger soi-même, et il vaut la peine de les distinguer, parce qu'elles ne mènent pas au même endroit. Certaines questions sont fermées sans qu'on s'en rende toujours compte. Ce sont celles qui cherchent surtout à confirmer ce qu'on pense déjà, à se rassurer, à justifier ce qu'on s'apprête à faire, à obtenir une permission intérieure pour ne pas changer. Elles ressemblent à de vraies questions, mais elles sont souvent des plaidoiries déguisées. D'autres questions, au contraire, cherchent réellement à savoir, même si la réponse pourrait nous déplaire, même si elle pourrait nous demander de reconnaître une fatigue, un mensonge, une fidélité oubliée, ou un désir que nous avions enterré trop vite. Une vraie question, dans la conversation intérieure, est une question dont on ne connaît pas déjà la réponse, et qu'on est prêt à laisser ouverte le temps qu'il faudra. Elle ne force pas, elle ne manipule pas, elle ne cherche pas à produire immédiatement une décision. Elle crée un espace dans lequel une réponse plus honnête que nos premières réactions peut commencer à se former. Certaines questions sont particulièrement précieuses parce qu'elles ne nous accusent pas, ne nous flattent pas, ne nous enferment pas. Elles nous ouvrent. Qu'est-ce qui me fatigue vraiment en ce moment, au-delà des fatigues visibles ? Qu'est-ce qui m'apporte de la joie sans que j'aie pris le temps de le reconnaître ? Qu'est-ce que je sais déjà, au fond de moi,
mais que je n'ai pas encore voulu admettre? Y a-t-il dans ma vie actuelle quelque chose à honorer davantage ou quelque chose à laisser doucement s'éloigner? De quoi ai-je peur lorsque je dis que je n'ai pas le choix? Qu'est-ce qui, en moi, demande du repos et qu'est-ce qui demande du courage? Ces questions, posées sans urgence, ouvrent en nous des chemins que rien d'autre n'ouvre. Elles fonctionnent comme des clés qu'on tournerait dans des serrures intérieures, non pour forcer les portes, mais pour permettre à des pièces longtemps fermées de respirer à nouveau. Elles demandent seulement la disposition à les poser pour de vrai et à se taire ensuite assez longtemps pour que quelque chose puisse répondre. Car les vraies réponses ne viennent pas toujours immédiatement et il faut apprendre à les attendre. Une vraie réponse à une vraie question ne fonctionne pas comme un service d'information. Elle a besoin de temps pour décanter, comme une eau trouble a besoin de temps pour redevenir claire. Elle peut surgir dans le silence qui prolonge la pause, le lendemain matin au réveil, dans une promenade, dans une conversation qui paraissait sans rapport, dans une résistance qui se répète, dans une joie qui insiste. Elle vient quand elle est prête, par les chemins qu'elle choisit, et notre tâche est seulement d'avoir posé la question avec sincérité, puis de continuer à vivre en restant disponible. Cela suppose une qualité humaine que nous cultivons peu, la patience avec soi-même. Nous savons parfois être patients avec ceux que nous aimons. Nous savons qu'une parole importante peut avoir besoin de plusieurs jours pour se formuler chez quelqu'un d'autre, qu'un sentiment a besoin de mûrir, qu'une décision a besoin de se déposer avant de devenir claire. Et pourtant, lorsqu'il s'agit de nous-mêmes, nous voudrions souvent une réponse immédiate, une certitude livrée dans l'heure qui suit la question. Apprendre à se traiter soi-même avec la patience qu'on accorderait à quelqu'un qu'on aime profondément est l'un des apprentissages les plus discrets et les plus libérateurs qu'une vie puisse offrir. Quelque chose se détend en nous lorsque nous comprenons que les vraies réponses ont leur propre rythme et que ce rythme, presque toujours, est plus lent que celui de notre impatience. Il y a dans cette conversation avec soi une dimension qui conditionne tout le reste, la manière dont nous nous parlons. Nous ne nous adressons pas à nous-mêmes d'une voix neutre. Cette voix a une texture, un ton, une qualité. Elle peut être pressée ou patiente, sévère ou douce, exigeante ou accueillante. Et cette voix, avec laquelle nous nous entretenons dans le secret de notre intériorité, finit par devenir le climat même dans lequel nous vivons. Elle est notre atmosphère permanente et nous la respirons à chaque instant, qu'elle nous nourrisse ou qu'elle nous épuise. Apprendre à se parler avec la même délicatesse qu'on emploierait avec une personne aimée n'est pas une coquetterie de bien-être, c'est une condition de justesse. Car nous ne disons pas spontanément la vérité à quelqu'un qui nous fait peur. Nous nous protégeons, nous biaisons, nous nous justifions, nous dissimulons ce qui pourrait être mal reçu. Si la voix qui nous parle au-dedans est dure, humiliante, prompte à juger, alors la part la plus profonde de nous, celle qui aurait peut-être des choses justes à dire, n'osera pas se manifester. Elle se taira comme se tait quelqu'un qui sent qu'il ne sera pas accueilli. À l'inverse, lorsque la voix avec laquelle nous nous adressons à nous-mêmes est patiente, ferme sans être brutale, lucide sans être cruelle, capable de tendresse devant nos limites, sans renoncer à l'exigence de vivre plus justement, alors
quelque chose s'ouvre. Les vérités que nous portions sans pouvoir les dire commencent à émerger doucement, comme des animaux timides qui sortent d'un fourré lorsqu'ils sentent qu'ils ne seront pas chassés. Nous découvrons des choses sur nous-mêmes que nous ne soupçonnions pas, et nous pouvons les accueillir sans nous effondrer, parce que la voix qui les reçoit les rend supportables même quand elles sont difficiles. La douceur avec laquelle nous nous parlons est ainsi le sol sur lequel pousse la connaissance que nous pouvons avoir de nous-mêmes. Mais cette douceur n'est pas une complaisance. Elle ne consiste pas à tout excuser, à tout justifier, à s'enfermer dans une tendresse sans courage. La vraie douceur est une force d'accueil qui permet de regarder les choses sans avoir besoin de les déformer. Elle rend possible la lucidité, parce qu'elle retire à la vérité la menace d'être détruit par elle. C'est ici que la conversation intérieure rejoint directement notre manière d'être au monde. À première vue, s'entretenir avec soi pourrait sembler être un mouvement de retrait, une manière de se tourner vers son intériorité au détriment des autres, du réel, de l'action. Et il est vrai qu'il existe des formes d'introspection qui deviennent des refuges, des façons de différer indéfiniment la vie, de tout analyser pour ne jamais choisir, de se regarder vivre au lieu de vivre. Mais la conversation intérieure dont nous parlons ici n'a rien d'un refuge fermé. Elle est un lieu de préparation. Elle est l'endroit où nous revenons à nous-mêmes pour ne pas arriver au monde dans la confusion. Nous vivons dans une époque qui nous interrompt avant même que nous ayons eu le temps de nous rejoindre. Chaque notification nous arrache à une pensée naissante. Chaque urgence nous donne l'impression que l'intériorité est un luxe. Chaque flux d'images nous propose des émotions prêtes à l'emploi. Peu à peu, nous savons ce que le monde pense, ce que les autres attendent, ce que l'époque célèbre, ce qu'il faudrait désirer, admirer, réussir, refuser ou montrer. Mais nous savons moins clairement ce qui en nous demeure vrai lorsque tout cela se tait. Or, quelqu'un qui ne se consulte jamais est livré entièrement aux sollicitations extérieures. Il réagit, s'adapte, répond aux attentes, accepte des rythmes qui ne sont pas les siens, poursuit des objectifs qu'il n'a peut-être jamais vraiment choisis. Sa journée le traverse plus qu'il ne la traverse. Il accomplit beaucoup de choses, rencontre beaucoup de gens, répond à beaucoup de demandes, mais au soir venu, il peut se sentir étrangement absent de lui-même, comme si sa propre vie avait été vécue légèrement à côté de lui. Celui qui s'entretient régulièrement avec lui-même, à l'inverse, demeure en contact avec sa propre direction intérieure. Il ne sait pas tout, il n'est pas toujours sûr, il doute encore bien sûr. Mais il revient assez souvent à lui-même pour reconnaître ce qui le nourrit, ce qui l'épuise inutilement, ce qu'il appelle vraiment, ce qui n'est qu'une séduction passagère, ce qui lui demande du courage et ce qui lui demande de partir. Et parce qu'il sait cela un peu mieux, il peut accueillir le monde sans s'y perdre. Le dialogue intérieur ne nous retire pas du monde. Il nous évite seulement de nous y dissoudre. Il nous permet d'y entrer avec un centre, avec une direction, avec une écoute moins réactive. Celui qui s'est un peu entretenu avec lui-même n'arrive pas devant les autres comme une maison ouverte à tous les vents. Il arrive comme une demeure habitée. Il peut écouter quelqu'un sans cesser d'être lui-même. Il peut répondre à une demande sans se laisser absorber par elle. Il peut être généreux sans s'oublier, présent sans se fondre, disponible sans se diluer.
C'est peut-être là l'un des fruits les plus beaux de cette pratique. Elle rend possible une relation plus juste aux autres. Beaucoup de nos maladresses relationnelles viennent du fait que nous ne savons pas assez ce qui se passe en nous. Nous accusons l'autre d'une tension qui nous appartient. Nous acceptons par peur, puis nous en voulons à celui qui nous a demandé. Nous donnons trop, puis nous reprochons à l'autre notre propre épuisement. Nous gardons le silence trop longtemps, puis nous parlons avec une violence accumulée. La conversation intérieure ne résout pas tout cela par magie, mais elle nous rend plus responsables de notre propre monde intérieur. Elle nous apprend à reconnaître une blessure avant qu'elle devienne accusation, une limite avant qu'elle devienne ressentiment, une peur avant qu'elle devienne contrôle, un besoin avant qu'il devienne exigence. Elle nous aide à ne pas faire porter aux autres ce que nous n'avons jamais pris le temps d'écouter en nous. Ainsi, mieux s'écouter n'est pas un geste égoïste. C'est parfois l'une des manières les plus discrètes de devenir moins lourd pour le monde. Celui qui sait un peu mieux ce qu'il porte le dépose moins brutalement sur les épaules des autres. Celui qui connaît ses propres mouvements intérieurs peut aimer avec moins de confusion, aider avec moins d'attentes cachées, parler avec plus de justesse, se taire avec moins de fuite. Plus nous sommes habités par nous-mêmes, mieux nous pouvons accueillir ce qui n'est pas nous. Je voudrais, pour terminer, revenir à la simplicité par laquelle nous avons commencé. La conversation intérieure ne demande aucune vocation contemplative particulière, aucune longue retraite, aucune connaissance préalable. Cette pratique ancienne, à laquelle d'innombrables êtres humains ont eu recours avant nous, est à la portée de chacun et peut commencer presque n'importe où. Quelques minutes dans une pause volontaire, devant une fenêtre, une question simple posée avec sincérité. La disposition à attendre que quelque chose réponde à son rythme. Et une voix intérieure que nous apprenons doucement à rendre plus accueillante, plus honnête, plus capable de recevoir ce qui est là sans le déformer. Voilà tout ce qu'il faut pour entrer dans ce qui demeure peut-être l'une des plus belles aventures d'une vie. Non pas l'aventure de se contempler soi-même indéfiniment, mais celle de devenir assez présent à ce que nous portons, pour pouvoir vivre avec plus de justesse. Nous portons en nous, depuis le commencement, une possibilité fidèle de retour, une manière plus profonde d'être présent à nous-mêmes. Une chambre intérieure où les choses peuvent cesser de crier pour commencer à parler. Une source plus basse que le bruit qui ne force jamais le passage, mais qui redevient audible lorsque nous cessons quelques instants de courir au-dessus d'elle. Lui adresser la parole, l'écouter, lui faire confiance peu à peu, ce n'est pas fuir la vie, c'est habiter pleinement ce que nous sommes avant de répondre à ce que la vie nous demande. C'est cesser d'être étranger à la part la plus profonde de nous-mêmes. C'est apprendre lentement à vivre une vie qui nous ressemble davantage. Et cette vie qui nous ressemble, parce qu'elle est plus ajustée à ce que nous portons vraiment, devient aussi, presque naturellement, une vie plus juste avec ceux qui nous entourent. Nous ne donnons jamais mieux que ce que nous nous sommes d'abord donné, le temps de découvrir. Imaginons une dernière fois cet homme devant sa fenêtre à la fin d'une journée. La lumière a changé. La tasse a refroidi un peu, mais cela n'a pas d'importance. Il est resté là, en silence, non pour résoudre toute sa vie,
non pour atteindre une clarté définitive, mais pour écouter ce qui montait. Il a posé une question. Il a attendu. Il n'a peut-être pas trouvé toutes les réponses. Peut-être a-t-il trouvé mieux le chemin par lequel les réponses pourront, un jour, venir à lui. Personne ne saura jamais ce qui s'est passé dans ces minutes. Rien, extérieurement, n'a changé. Le monde continue, les rues continuent, les obligations continuent. Et pourtant, quelque chose en lui est revenu à sa place. Il s'est entretenu avec lui-même. Et peut-être est-ce ainsi que commence une vie plus juste, non par une grande résolution, non par un éclat, non par une rupture spectaculaire, mais par ce mouvement presque invisible par lequel un être humain cesse, quelques instants, de s'abandonner lui-même.